Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. Nous commençons avec les dernières informations sur l'attentat suicide d'Istanbul. Le nombre d'Allemands tués s'est passé de 9 à 10 après qu'une des victimes décède des suites de ses blessures. Mercredi, le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu s'est rendu sur le site de l'attentat en compagnie du ministre allemand de l'Intérieur Thomas de Maizière. Le kamikaze s'est fait exploser mardi dans le cœur historique d'Istanbul. Les deux ministres ont visité l'hôpital Haseki où deux Allemands et un touriste péruvien étaient toujours soignés pour des blessures. Le ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré que 7 ressortissants allemands sont toujours en convalescence et que 5 autres sont en soins intensifs. Nous poursuivons aux États-Unis où le président Barack Obama a prononcé son discours final sur l'état de l'Union après 7 années de présidence. Un discours à plusieurs volets dont la politique étrangère, l'économie, la sécurité, le changement climatique, l'éducation et bien d'autres thématiques. Et c'est bien par l'économie qu'il a débuté. Nous sommes au milieu du plus grand élan de création d'emplois au sein du secteur privé. Plus de 14 millions de nouveaux emplois, le taux de croissance le plus élevé depuis les années 90 et un taux de chômage réduit de moitié. Notre industrie automobile a tout simplement connu sa meilleure année. Le secteur manufacturier a créé près de 900 000 nouveaux emplois au cours des 6 dernières années. Et nous avons fait tout cela en réduisant nos déficits de près des 3/4. D'autres sujets traités ont inclus l'accès raisonnable à l'éducation pour chaque Américain, ainsi que davantage d'efforts et d'investissements pour combattre le changement climatique, ce qui comprend accélérer la transition depuis les énergies sales. Il a également mis l'accent sur l'importance des soins médicaux, et ce par le biais de la mise en œuvre de la sécurité sociale et du programme Medicare. Obama a souligné le besoin d'une direction américaine forte et il a appelé la prochaine administration à faire davantage pour combattre le terrorisme dont le groupe État islamique et faire du pays un territoire en sécurité pour tous les Américains. Alors que nous nous concentrons sur la destruction du groupe État islamique, car sur toutes ces revendications, c'est bien une troisième guerre mondiale qui est entre leurs mains. Des masses de combattants à l'arrière de pick-up et des âmes tordues qui complotent dans des appartements ou des garages, ils posent un énorme danger pour les civils, ils doivent être stoppés. Mais ils ne menacent pas notre existence nationale. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a appelé la communauté internationale à imposer les sanctions les plus sévères à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée à la suite de son dernier essai nucléaire. Lors de son point de presse annuel, la dirigeante a estimé que les mesures internationales doivent être différentes de celles prises dans le passé. Elle a ajouté que Séoul travaille avec Washington pour infliger à Pyongyang ce qu'elle a appelé une douleur qui glace les os. La présidente a ajouté qu'elle pense déployer le système de missiles de défense américain THAAD pour assurer la sécurité nationale. L'agence de presse étatique CNA de la République populaire démocratique de Corée a relayé le message du dirigeant du pays, Kim Jong-un, qui a déclaré que son pays était prêt à employer l'arme nucléaire en réponse aux provocations d'un autre État. Le chef d'État a également rappelé que le pays avait besoin d'augmenter ses capacités nucléaires. Il a effectué ces déclarations lors d'une cérémonie qui se tenait mardi afin de récompenser les scientifiques nucléaires, les techniciens, les travailleurs et les responsables de l'essai de la bombe à hydrogène, dont les sceptiques doutent encore. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mercredi que la Chine et la Corée du Sud entretiennent des contacts au sujet de la situation dans la péninsule coréenne. La position de la Chine sur les essais nucléaires de la RPDC a toujours été constante. La Chine a travaillé pour promouvoir la dénucléarisation de la péninsule coréenne et la non-prolifération des armes nucléaires. Ce sont des intérêts communs et des responsabilités partagées par la Chine, la Corée du Sud et toutes les parties impliquées. Les ministères des Affaires étrangères et les dirigeants du groupe des pourparlers à 6 de la Chine et de la Corée du Sud continuent à communiquer ensemble. Nous allons continuer à faire des efforts conjoints pour la paix et la stabilité dans la région. Des années de violence, de conflits et de guerre ont mis en péril l'économie syrienne, mais menacent aussi le patrimoine culturel du pays. De nombreux artisans syriens ont été obligés de cesser leurs activités par manque de main-d'œuvre. Plus d'informations dans ce reportage. Dans un petit atelier, Mohamed Abdallah parfait délicatement un cadre en bois avant de l'incruster de nacre.
La marqueterie consiste à incruster dans le bois des coquillages, de l'os ou de l'ivoire. Cela lui a pris une décennie pour perfectionner cet art avant que la guerre éclate en Syrie. Cet homme de 43 ans a été obligé d'abandonner son vaste atelier à la périphérie de la ville après le début des combats. Auparavant, mon atelier était d'une surface de 150 mètres carrés et j'avais de 17 à 20 personnes qui travaillaient pour moi. Mais j'ai dû déménager pour un espace plus petit, à 20 mètres carrés, et je n'emploie maintenant que 2 personnes. Depuis le début du conflit en 2011, plus de 260 000 personnes ont été tuées et des millions ont dû fuir. La marqueterie est menacée par un conflit qui a de graves conséquences sur l'artisanat d'art traditionnel, de la décoration de meubles en bois au fameux tissu brocart syrien. Je n'ai aucune idée de ce qui est devenu de mon usine qui se situe dans la zone d'affrontement et que j'ai hérité de mon grand-père. Dans mon magasin, il ne me reste plus qu'une petite quantité de tissu et je me demande ce que je vais faire quand mon stock s'épuisera. Les motifs artisanaux étaient populaires parmi les touristes et leur vente générait 12% du PIB syrien avant la guerre. Le brocart grouillait de visiteurs qui découvraient les tissus faits à la main. Malgré les difficultés rencontrées, le propriétaire continue de travailler dur. Contrairement à certains de mes collègues qui ont fermé leur atelier, je travaille toujours parce que j'exporte mes produits en Europe. C'est mon seul moyen de survie et d'exercer ma profession. Les experts estiment que la Syrie comptait près de 57 000 artisans enregistrés et non enregistrés en 2009. À la fin de 2015, entre 70 et 80% d'entre eux ont abandonné leur métier. Et cette chute drastique jette une ombre sur le patrimoine culturel syrien. C'est la première fois depuis 77 ans que le Mexique ouvre son marché du pétrole aux investisseurs étrangers et privés. Ceux-ci doivent cependant se méfier des problèmes récurrents que sont l'extorsion et le vol de pétrole. C'est l'un des endroits les plus prometteurs de la planète en matière de prospection pétrolière. Mais celle-ci peut se révéler des plus dangereuses et suscite donc des inquiétudes. Le Mexique ouvre pour la première fois depuis 77 ans son industrie pétrolière aux investissements étrangers et privés. Reste à savoir si les investisseurs internationaux sont prêts à prendre des risques pour travailler dans ce pays. Les entreprises canadiennes et néerlandaises ont été les premières à décrocher des contrats onshore dans l'est du Mexique au début du mois de janvier. Mais ce privilège s'accompagne de certains risques. Cette région du Mexique est réputée pour être l'une des plus dangereuses au monde à cause du trafic de drogue qui y sévit. Depuis quelques années, l'industrie pétrolière est régulièrement prise pour cible. Les extorsions et les enlèvements y sont monnaie courante et l'arrivée d'entreprises étrangères dans cette zone pourrait inciter les entreprises criminelles à s'intéresser de plus près aux gisements pétroliers. Il est extrêmement compliqué d'empêcher les trafiquants de drogue et autres criminels d'interagir avec ces compagnies. En général, ils passent un accord avec elles et les entreprises étrangères peuvent paniquer parce qu'elles n'ont jamais eu à traiter avec le crime organisé jusqu'à ici. En dépit d'une production pétrolière en déclin depuis une dizaine d'années, le Mexique est toujours le 10e plus grand producteur de pétrole au monde. Et certaines zones sont encore inexploitées. Les entreprises étrangères estiment que ces champs pétrolifères vierges contiennent l'équivalent de 100 milliards de barils. Mais ce ne sont pas les menaces d'enlèvement ou d'extorsion dont doivent se soucier le plus les compagnies étrangères. C'est du vol de pétrole. Le gouvernement mexicain a révélé qu'1 milliard de dollars de brut avait été siphonné par des criminels en 2015, soit une hausse de 43% par rapport à 2014. Certaines entreprises canadiennes vont souffrir. Il sera trop dangereux et trop coûteux pour elles de rester dans ces zones où sévit le crime organisé. Les mafieux réclament de très fortes sommes et les entreprises vont ressentir une énorme pression. Elles savent qu'on va leur demander de plus en plus d'argent. Prenant sérieusement en compte ces problèmes de vol de pétrole et d'extorsion pour les compagnies étrangères, le gouvernement du président mexicain Enrique Peña Nieto a promis de protéger leurs intérêts.
Il a lancé une force de sécurité fédérale qui a combattu efficacement les extorqueurs. Mais cela ne sera sans doute pas suffisant, les entreprises embauchant elles-mêmes leurs propres agents de sécurité. Bonne nouvelle pour les propriétaires de voitures en Chine. Le gouvernement va baisser les prix de vente de l'essence et du diesel en réponse à la chute mondiale des prix du pétrole depuis jeudi. Mais les experts affirment que les prix bas ne sont pas forcément toujours bons. Le prix du pétrole en Chine va être diminué de 140 yuan par tonne, tandis que le diesel verra son prix diminuer de 135 yuan par tonne. L'ajustement s'est fait dans le cadre du nouveau mécanisme de fixation des prix lancé en 2013 et qui reflète au plus près les changements de prix sur les marchés internationaux. Les prix mondiaux du brut sont tombés aux environs de 30 $ le baril et c'est ce qui inquiète les experts chinois. Ces experts disent que les prix bas du pétrole auront des conséquences négatives sur les compagnies pétrolières nationales qui sont déjà désavantagées par des coûts de production plus élevés. 60% du pétrole consommé en Chine provient des importations. Un prix à moins de 40 $ par baril, c'est un genre de compétition par les prix destiné à éliminer la concurrence dans les pays non exportateurs de pétrole. Nous avons actuellement une capacité de production pétrolière de 200 millions de tonnes. S'il se trouve éliminé du marché, la Chine se retrouvera sans défense lorsque les concurrents internationaux augmenteront à nouveau les prix. Il nous faut conserver un certain pourcentage de production pétrolière domestique pour des raisons de sécurité énergétique. Les analystes disent qu'il est nécessaire que le gouvernement empêche les prix domestiques du pétrole de tomber trop bas. En plus de la réduction du prix, la Commission nationale pour le développement et la réforme a également annoncé qu'elle met en place un prix plancher et un prix plafond pour les prix du brut. Si le prix du pétrole tombe sous les 40 $ le baril, les prix du pétrole domestique ne s'accorderont pas comme il faut. Et ce sera la même chose pour un prix du pétrole dépassant les 130 $ par baril. C'est mercredi que la Chine a annoncé les chiffres du commerce extérieur de décembre. Des données meilleures que celles attendues mettent en avant une hausse inespérée des exportations en yuan, tandis que les importations affichent, elles, une légère baisse. Selon les douanes chinoises, en décembre, le commerce extérieur a atteint 2 480 milliards de yuan, soit une baisse d'0,5% en glissement annuel. Alors qu'on ne s'y attendait pas, le volume des exportations exprimées en yuan a augmenté de 2,3% le mois dernier, comparé au mois de décembre 2014. De l'autre côté, les importations continuent d'accuser un 14e mois de baisse, en déclin de 4% en décembre. Au final, c'est donc un excédent commercial de 382 milliards de yuan qui est annoncé. D'autres informations pour l'année 2015 ont aussi été révélées. Globalement, le pays a subi une chute de l'ordre de 7% de ses échanges commerciaux en 2015. Les exportations ont chuté d'1,8% et les exportations de 13%. Sur l'année, l'excédent commercial s'élève à un peu moins de 3 700 milliards de yuan, soit un bond de 56% comparé à l'année 2014. Le gouvernement fait savoir que la baisse des prix des produits de base a contribué à la chute des exportations et des importations au cours de l'année 2015. Il existe plusieurs éléments qui ont conduit à la chute des exportations et des importations en 2015. La principale raison du déclin est la faible demande mondiale. Après 2008, la crise financière a mis à mal la force économique mondiale et la finance internationale a connu une étape d'ajustement. Cela a limité la croissance des exportations chinoises. Les exportations chinoises d'équipements mécaniques et électriques n'ont augmenté que de 1,2% en 2015, soit 1,4 point de moins que l'année précédente. Par ailleurs, les exportations de produits à forte intensité de main-d'œuvre ont baissé d'1,7%, ce qui n'est pas courant depuis ces dernières années. L'effondrement des prix des produits de base indique également une lente reprise de l'économie ainsi qu'une faible demande. Alors que l'économie chinoise entre dans la nouvelle normalité, son économie intérieure affronte des niveaux de tension relativement élevés. De plus, les importations de certains produits de base progressent à un rythme moins rapide.
En conséquence, la chute des prix des produits de base ainsi que la croissance plus lente des importations de ces mêmes produits sont les principales raisons de la baisse des importations chinoises en 2015. Mercredi, le yuan a terminé la journée à 6,57 face au dollar américain, qui est resté stable face à sa valeur de la veille. Le taux de change de la devise chinoise face au billet vert suscite beaucoup d'intérêt en ce début d'année. Mais qu'est-ce qui explique cette chute si rapide du yuan? Nous sommes allés demander à quelques analystes de nous éclairer sur la situation. La semaine dernière, le fossé entre le yuan négocié dans la partie continentale de la Chine et celui négocié à l'étranger a atteint 2,9 %. Généralement, les spéculateurs sur les marchés adoptent une stratégie d'arbitrage pour fixer la différence entre les taux. Dans le cas du yuan, ils empruntent des yuans étrangers et les vendent à perte. Mais les analystes disent que la Banque centrale du pays pourrait faire augmenter les coûts des emprunts en achetant de grandes quantités de yuan étrangers à Hong Kong. Cela pourrait permettre de freiner la dévaluation à court terme. Pendant ce temps, ils ont aussi mentionné que les réserves de change ont enregistré d'importantes pertes en 2015, ce qui indique que le pays a vendu des dollars américains en deçà de leur valeur pour soutenir leur propre devise. Le directeur général de IMA Asie, Richard Martin, croit que la politique de la Chine en matière de taux de change est encore sous contrôle. Il vise 3 300 milliards de dollars en réserve de devises étrangères. Le marché étranger pour le yuan à Hong Kong est évalué à 130 milliards. Ils peuvent aller où ils veulent et c'est ce qu'ils ont fait. À partir de maintenant, ils vont tout faire pour que le taux à l'étranger et celui dans la partie continentale de Chine soient équivalents. Et je ne pense pas que nous soyons dans une phase importante de dévaluation. Je pense que le plus que nous allons obtenir cette année, c'est entre 3 et 5 %. D'autre part, quelques analystes ont indiqué que la dépréciation rapide du yuan à l'étranger n'était pas seulement un résultat de la vente à découvert, mais aussi le résultat d'une fuite de capitaux. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de spéculateurs qui misent contre le renminbi. Je pense que cela montre que ceux qui vendent s'attendent à un véritable redressement de la part de la Chine. Le fossé entre le yuan négocié dans la partie continentale de la Chine et celui négocié à l'étranger a atteint 1000 points lors de la première semaine de l'année. Mais mardi, l'écart s'est réduit à seulement 100 points. Les analystes croient que cela peut expliquer le niveau raisonnable de la devise. La Chine prévoit de construire de nouvelles zones de commerce électronique transfrontalières pour stimuler un commerce extérieur en berne. Établie en mars, la zone pilote transfrontalière de Hangzhou était la première du genre. Les responsables parlent de succès et espèrent transposer l'expérience dans tout le pays. Voici un des entrepôts de NetEase Kaola dans la zone pilote transfrontalière de Hangzhou. Des milliers de produits arrivent de l'étranger et y attendent d'être transportés vers les consommateurs chinois. Avec l'aide des mesures innovantes offertes par la zone, l'entreprise dit que ses affaires ont connu un fort succès ces derniers mois. Ici à Hangzhou, nous bénéficions de services de douane 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui améliore beaucoup notre efficacité. Au lieu d'avoir à contacter les différents départements des douanes, de l'inspection et de la quarantaine, les entreprises n'ont qu'une seule manipulation à faire en ligne. Les transactions électroniques transfrontalières de Hangzhou ont connu une croissance exponentielle en seulement un an. Le chiffre d'affaires était de moins de 20 millions de dollars en 2014 et il a explosé pour atteindre 3 milliards en novembre 2015. Ce succès a aussi bénéficié aux autres entreprises de la région. Nous fournissons des services de logistique. Avec la forte croissance du secteur de la logistique, notre capacité est passée de 1300 commandes par mois à 1 million par mois. Et les membres du personnel sont aussi passés de quelques dizaines à 7000. Afin de construire une chaîne industrielle et écologique, les différents départements gouvernementaux échangent un flux d'informations et améliorent ainsi leur efficacité opérationnelle. Depuis le mois de mars dernier, les douanes de Hangzhou se sont coordonnées avec d'autres départements du gouvernement
émettant 15 politiques préférentielles de soutien au commerce électronique transfrontalier. Cette expérience et ces mesures peuvent servir de référence aux futures zones pilotes. Le ministère chinois du Commerce a précisé que plus de 200 000 entreprises faisaient du commerce électronique transfrontalier en Chine via plus de 5 000 plateformes de e-commerce. Un nouveau type de bâtiment de débarquement de chars a officiellement rejoint la force navale de l'armée populaire de libération. Une cérémonie de lancement s'est tenue dans un port militaire appartenant à la flotte de la mer de Chine orientale. Le Tiamushan est un bâtiment de débarquement de chars qui a été conçu domestiquement. Il mesure environ 120 mètres de long et 16 mètres de large pour un déplacement de 5008 tonnes. Il peut naviguer à une vitesse maximum de 20 000 nautiques par heure. Ce nouveau modèle dispose de bonnes capacités de dissimulation et sa conception facilite le chargement et le déchargement des équipements. Le navire est équipé d'artillerie et dispose d'une aire d'atterrissage pour hélicoptères. Sa mission principale est le transport de troupes, du matériel d'approvisionnement ainsi que du personnel blessé, tout en conduisant d'autres opérations militaires hors combat. Le ministère chinois des Affaires étrangères et le gouvernement municipal de Beijing ont co-organisé une réception de la nouvelle année pour les journalistes étrangers. Plus de 600 personnes ont participé à l'événement au centre des arts scéniques de Tianxia à Beijing, dont des journalistes, de hauts diplomates et des représentants des départements du gouvernement. Au programme, les traditionnelles danses folkloriques ainsi qu'un spectacle mettant en valeur les artisanats de Beijing. Le vice-ministre des Affaires étrangères Wang Cha a déclaré que la Chine était allée de l'avant en approfondissant les relations et étendant la coopération avec les autres pays en 2015. Il a précisé que la Chine continuerait à faire tous les efforts pour promouvoir l'initiative de la ceinture et de la route et construirait un réseau régional de commerce et d'infrastructures par le biais de la création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures ainsi que la nouvelle Banque de développement des pays BRICS. L'année 2016 marque le début du 13e plan quinquennal et la diplomatie chinoise continuera à pratiquer la diplomatie des grands pays avec des caractéristiques chinoises, à assumer activement nos responsabilités et à écrire un nouveau chapitre pour le développement et la paix mondiale. Nous avons toutes les raisons de croire que les histoires de la Chine seront encore plus belles en 2016. Et pour écrire de nouvelles histoires sur la Chine, nous avons besoin du soutien et de la participation des journalistes étrangers en Chine. Nous continuerons à assister leur travail en Chine également. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.